Marché de l'immobilier 2026, on fait le point sur les tendances. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelles sont les grandes tendances que l'on a pu observer courant 2025 dans l'investissement immobilier locatif et quelles vont être, à mon avis, les tendances sur début 2026, voilà, en conséquence de 2025. Alors, je vais structurer cet épisode en 3 grandes étapes. La première chose, je vais vous expliquer pourquoi en fait trouver de l'information sur le marché immobilier locatif, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà, je vais vous expliquer ça. Deuxièmement, je vais vous donner mes observations terrain, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'observe sur le terrain. Alors, il faut savoir que Cyril, mon conjoint et moi-même, on accompagne de nombreux investisseurs à acheter des immeubles de rapport et des appartements dans toute la France. On a une centaine de membres qui travaillent avec nous dans leur recherche de biens. Et on se rend vraiment compte un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc moi, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment je ressens les choses par rapport à ce que nous, on vit dans la pratique et pour une centaine d'investisseurs immobiliers locatifs dans toute la France. Et enfin, troisièmement, on va conclure avec les bonnes pratiques 2026, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en tant qu'investisseur quand on se lance et ou qu'on est déjà lancé, mais qu'on continue en 2026, à quoi est-ce qu'il faut faire attention en 2026 pour bien performer et qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Alors, c'est parti. La première chose dont je vais vous parler, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver une vraie information véridique sur l'état du marché immobilier en général. En fait, il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Déjà, en fait, parce que le marché immobilier est un marché ultra divers, à la fois au niveau de la localisation, c'est-à-dire que ça peut être très différent dans les grandes villes, dans les moyennes villes, dans les petites villes, dans les zones rurales. Des fois, il y a dans une zone rurale un endroit un petit peu à part qui, pour je ne sais quelle raison, se porte beaucoup mieux qu'un autre. Donc, en fait, déjà, géographiquement, c'est très varié. Deuxièmement, il y a le type de bien qui est, en tout cas, discuté, qui va avoir un impact énorme. Parce que, vous voyez, la résidence principale d'une petite maison de 4 pièces va se porter différemment que l'investissement locatif d'un immeuble avec 10 appartements. Est-ce qu'il y a... En fait, ce n'est pas les mêmes acheteurs et donc ça ne va pas être le même marché non plus et il ne va pas y avoir les mêmes tendances. Et en plus de ça, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que déjà, on a des données qui ont toujours un petit train de retard. Donc on peut regarder par exemple sur le site des notaires, ils font des comptes rendus annuels ou semestriels, je ne sais pas, sur comment se portent les ventes, combien il y a de ventes, quel est le volume de ventes, etc. Même si je trouve que ça reste quand même très généraliste et ça met beaucoup d'œufs différents dans le même panier, alors que c'est des œufs très différents. Et en plus de ça, malheureusement, il y a aussi beaucoup de sites internet qui vont dire que oui, c'est génial, c'est le moment, nanana. Et puis juste après, prenez un appel pour acheter un programme Pinel parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est trop bien le neuf en ce moment. Donc, il y a aussi des sites qui sont entre guillemets pipés. Ça peut être évidemment les sites, tous les articles d'agences immobilières, évidemment qu'elles vont vous dire que c'est le bon moment pour acheter et que c'est le bon moment pour vendre, parce qu'en fait, c'est dans leur intérêt. Donc, c'est ça que je veux vous partager, c'est que il y a aussi beaucoup de soi-disant études du marché immobilier qui sortent sur Internet, qui sont faites par des personnes qui ont un intérêt derrière vous de vous convaincre que c'est le bon moment ou que c'est pas le bon moment et que donc il faut investir dans l'autre truc qu'ils proposent et qu'ils prônent. Donc c'est ça qui est compliqué. Et je vais faire mon mea culpa tout de suite. Évidemment que vous êtes des auditeurs de ce podcast et je sais, et vous le savez, que je propose des programmes d'accompagnement à l'investissement locatif. Donc je suis aussi un peu pipée parce que, évidemment, que mon intérêt, c'est pas de dire que l'investissement locatif, il faut arrêter de le faire. Voilà, mais au moins vous le savez, et moi je vais essayer d'être le plus honnête et le plus transparente avec vous sur moi ce que j'observe, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur le marché locatif. C'est le marché que moi je connais bien. Donc voilà, et d'ailleurs vous allez voir, ils ne sont pas nombreux les gens qui vont vous dire en quoi ils sont pipés, mais moi au moins je vous l'ai dit. Alors, deuxièmement, on va attaquer les observations terrain. Donc là, je vous ai juste expliqué déjà que trouver l'information, c'était quelque chose de difficile. Moi, je vais aussi vous dire qu'il y a les observations terrain qui sont
en tout cas intéressantes à observer. Moi, j'en ai vraiment observé certaines. Donc vous le savez, moi, mes observations terrain, elles sont biaisées parce que ce sont uniquement des investisseurs immobiliers locatifs que nous accompagnons. Donc je peux vous dire ce qui se passe d'un œil investisseur locatif dans à peu près toute la France. Voilà, à peu près toute la France. Mais je vais vous le dire honnêtement, on n'a personne qui investit au Pays Basque, voilà, ou dans des zones peut-être ultra prisées. Je vous avoue, ici, on a eu une investisseuse en 2025 qui a acheté un bien immobilier dans le centre de Paris, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent dans le centre de Paris. Donc vous voyez, moi, mon biais, c'est que c'est plutôt des investisseurs locatifs qui cherchent soit en région parisienne, soit dans les villes moyennes ou zones rurales, avec des budgets qui varient plutôt entre, allez, en moyenne globale, entre 200 000 et jusqu'à 1 million d'euros. Ça, c'est grosso modo, c'est plutôt immeubles de rapport, en grande majorité des immeubles de rapport, avec quand même une petite part de maisons, soit des maisons à découper, des maisons en co-living. On a aussi quelques appartements en colocation qui sont achetés en 2025, quelques petits appartements, mais c'est assez rare, et plutôt grande majoritairement des immeubles. Voilà, ça c'est ce qui se trouve dans notre club des investisseurs sereins. Et dans ce club-là, voilà, vous voyez un peu, moi, mon prisme, c'est celui-là. Donc, moi, mes observations de terrain, vraiment, c'est que, et ça vraiment, il faut que vous le notiez, c'est que les acheteurs sont en position de force. C'est-à-dire que je ne souhaite à personne aujourd'hui de vendre un bien immobilier. Enfin, ça dépend de votre bien. Mais en tout cas, moi, mon observation, c'est que les acheteurs sont en position de force. Et donc, par conséquent, les négociations qui sont opérées sont, je considère comme monstrueuses. C'est du jamais vu de ma carrière d'investisseuse. Pour la petite anecdote, alors Cyril va me disputer parce que je me suis encore plantée, je pense, dans les chiffres, mais sur notre 4e immeuble qu'on a donc acheté en 2025, enfin, je crois que c'est début janvier qu'on va le signer, là, j'enregistre la vidéo fin décembre, mais il avait été affiché à 749 000 euros, on avait fait une offre à 580. Il y avait eu une contre-offre, je ne sais plus à combien et je ne sais plus à combien, mais on a fini sur le chiffre de 630 000 euros. Donc vous entendez bien, un immeuble affiché 749 000, acheté 630. Il y a quand même 120 000 euros de moins qui ont été négociés. Ça, je vous parle juste de mon immeuble. Et en l'occurrence, on mène avec les membres de notre club plusieurs négociations sur plein de biens. Des négociations à plus de 100 000 euros, on en voit passer très régulièrement. Tous les mois, il y a une négociation à plus de 100 000 euros de baisse qui passe. Donc, pour moi, c'est vraiment une tendance que je considère comme encore plus puissante que les années d'avant. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est encore plus, en tout cas, possible de négocier bas. Mon analyse par rapport à ça, c'est que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont retardé leur vente du fait que les biens immobiliers, on le savait bien qu'en 2023-2024, les taux étaient beaucoup plus élevés. Donc le marché, tout le monde disait que c'était une catastrophe pour acheter, les taux sont trop élevés. C'était vraiment la mode des taux élevés. Sauf que là, les taux, ils ont rebaissé un petit peu. Mais ce qui se passe, c'est que y a toutes les personnes qui voulaient vendre, moi je pense, qui ont traîné un peu ces dernières années, et qui là, entre guillemets, arrivent en fin de cycle, qui en ont vraiment marre et qui veulent vraiment vendre. Et je pense aussi que la conjoncture actuelle, les médias, l'ambiance générale dans le pays qui est la France, fait que c'est devenu rare les gens qui ont foi en l'avenir et qui, entre guillemets, sont motivés à se dire « vas-y, j'investis en locatif ». Il y a tellement de signaux négatifs qui sont envoyés dans les médias, que ce soit la fiscalité incertaine, les riches qui vont se faire taper dessus parce que voilà, il y a la dette publique, voilà, la conjoncture morose, les gens qui n'ont plus d'argent, les locataires qui vont avoir du mal à payer. En fait, il y a tellement de peur que je pense honnêtement que les gens qui veulent investir dans le locatif et qui passent vraiment à l'action, en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça par rapport au nombre de biens en vente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les négociations peuvent être vraiment très puissantes.
Et je précise également, moi c'est une tendance que j'observe, c'est que j'ai cette impression qu'on est rentré dans une sorte de jeu de dupes, mais encore plus qu'avant, où les gens qui vendent un bien se permettent, en tout cas, ou peut-être sont-ils encouragés par les agents immobiliers, ça je ne saurais pas dire d'où ça vient, de mettre des prix complètement déconnectés du marché sur les annonces. C'est-à-dire que quand un prix est affiché sur une annonce immobilière, en fait, il est déjà gonflé. Comme si, en fait, on savait que les négociations allaient être tellement dures que, par avance, on gonfle déjà le prix au max. Et, pour leur défense, je pense qu'il y a nombreux d'investisseurs qui sont pas très bien renseignés, qui sont mal avisés, mal accompagnés, qui tombent dans le panneau. Et donc, pourquoi ne pas tenter de mettre un prix élevé si il y a une chance sur 10 qu'il y a un investisseur touriste qui débarque et qui fasse l'offre à ce prix-là? Eh ben voilà. Donc, entre guillemets, qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est pour ça que je considère que les vendeurs, ils ont aussi raison de tenter des prix plus élevés. Probablement que ça paye parce que sur un malentendu, ça passe. Mais comme le nombre d'acheteurs est faible, en fait, tout le monde ne trouve pas preneur à ces prix-là. Et donc les négociations sont vraiment très, très fortes. Donc ça, pour moi, c'est la grosse tendance, en tout cas, qui me marque, moi. Je n'ai jamais vu des négociations aussi poussées, aussi agressives et qui fonctionnent. Ensuite, la deuxième chose qui, d'ailleurs, contribue à cette tendance, c'est que je considère que les politiques de ville sont, alors, est-ce que c'est moi qui ai cette impression, de plus en plus déconnectées des réalités de terrain de l'investisseur immobilier. C'est-à-dire que, moi, mon impression, en tout cas, alors est-ce que c'est l'expérience qui fait que ça m'exaspère de plus en plus, c'est que je trouve que les politiques menées par les villes moyennes, des villes même parfois avec une forte tendance, une forte demande locative, c'est entre guillemets de pire en pire et de plus en plus décourageant pour les investisseurs. Alors, par exemple, moi je vais vous donner un exemple qui, moi, m'exaspère. On a décidé, par exemple, pour notre 4e immeuble, donc là je parle de mon cas, je ne parle pas du cas des membres, mais on n'est pas les seuls du tout dans cette situation. Par exemple, on a décidé de bien faire les choses. On est sur le point de rénover un immeuble vide depuis 50 ans dans un centre-ville avec une demande locative ultra élevée. Donc, on rend service à la nation, les amis. On va créer 12 logements dans un immeuble qui est vide depuis plus de 50 ans. Donc je considère que les gens de l'État français devraient nous remercier de faire cet effort et ce travail. Voilà, on devrait être remerciés pour ça. Mais non. Alors en l'occurrence, on a quand même cette chance d'avoir investi dans une ville qui a compris qu'on n'allait pas mettre des contraintes de création de parking pour des immeubles en plein centre-ville piéton. Donc ça, au moins, là-dessus, la ville là, elle l'a compris, elle n'est pas déconnectée, même si certaines villes le sont, hein. Donc, en l'occurrence, on a dit, on va faire les choses bien, on va déposer un avant-projet aux architectes du bâtiment de France pour cette découpe, en se disant on va faire les choses bien, on rentre en contact avec les responsables des architectes du bâtiment de France via notre architecte responsable du dossier pour qu'ils puissent faire les ajustements et qu'on puisse rapidement déposer donc le dossier officiel pour validation sous 2 mois des architectes du bâtiment de France qui peuvent d'ailleurs prolonger de 2 mois supplémentaires avec un petit avenant. Bref. Nous, on va signer en janvier. On a commencé les démarches en septembre. Là, je vous parle, on est en décembre. Alors, on a peut-être commencé les démarches réelles, fin octobre. Voilà. Là, on est mi-décembre. On n'a toujours pas de retour des architectes du bâtiment de France. Donc, on va se retrouver à ne pas avoir les autorisations au moment de la signature du bien. Donc, les travaux qui ne pourront pas démarrer. Donc, vous voyez en fait la vie d'investisseur immobilier. Et il faut savoir un truc, hein, c'est simple comme bonjour. Chaque mois de travaux qui ne démarre pas, en l'occurrence au vu de la taille de l'immeuble, c'est 8 000 € de perdus. Voilà, nous c'est radical, c'est 8 000 € de perdus chaque fois qu'un mois va être décalé pour des raisons administratives. Donc ça, je vous donne juste un petit exemple tout bête, voilà.
Il y a aussi des nouveautés qui ont été mises en place, en tout cas que moi je ne connaissais pas beaucoup sur 2022, 2023, 2024, mais qui sont en train de se développer, par exemple les permis de louer. Des villes qui se sont dit, tiens, on va demander l'autorisation à le propriétaire qui veut mettre en location un bien immobilier va devoir demander une autorisation à la mairie pour obtenir le permis de louer, et ce, à chaque changement de locataire. Comme si au bout d'un an, le bien avait drastiquement changé et que ça valait donc la peine. Alors évidemment, hein, je vous rappelle un truc, hein, on est des citoyens français, on paye des impôts. Hein. Donc en fait, ils payent des gens pour se déplacer, pour donner l'autorisation de louer. Sauf que il faut attendre que le logement soit vide, ils font la visite, qui peut prendre 2-3 semaines de délai pour prendre le rendez-vous. Donc en fait, on se prend facile 1 mois dans la vue par changement de locataire, de vacances locatives. La rentabilité du coup chute. Évidemment que c'est décourageant. Honnêtement, on en est arrivé à un point aujourd'hui où les zones où il y a cette règle de permis de louer, elles sont évitées à 90%. En fait, en faisant ça, je vous explique s'il y a un maire qui écoute ma vidéo, en fait, vous faites juste fuir tous les investisseurs privés. Hein. C'est-à-dire que nous, quand il y a plafonnement des loyers, permis de louer, contraintes complexes pour les découpes, en fait, ok, vous ne voulez pas qu'on crée des logements dans votre ville. Moi, il n'y a pas de souci. Si jamais c'est votre cas, vous n'avez pas envie de créer des logements dans votre ville, très bien pour vous. Mais sachez juste que la conséquence est que l'investisseur immobilier locatif va chercher dans une ville qui, en tout cas, est contente de l'accueillir. Sachant que, en tout cas, nous, c'est peut-être aussi un biais que j'ai. Nous, on accompagne et nous-mêmes, on est des investisseurs immobiliers qui sont très consciencieux dans les produits, donc c'est-à-dire les appartements que l'on crée, que l'on emménage, qui sont de haute qualité. Donc forcément, en fait, ces contraintes administratives nous pèsent énormément. Ça fait, ça chute la rentabilité, etc. Donc, voilà. Et je ne parle même pas des villes qui ont des problèmes de nombre de logements sociaux et qui, lors des découpes, imposent la création de logements sociaux dans l'immeuble que l'on découpe. Donc en fait, heureusement, là, typiquement dans la ville où on achète, nous, il n'y a pas ce problème-là, mais il y a des villes où si tu achètes un grand immeuble de 10 logements, je donne un exemple au hasard, il faut parfois que 25% des logements créés au minimum soient des logements sociaux. Donc en fait, tu vas te retrouver à devoir créer 3 logements sociaux sur les 10, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois ça n'a ni queue ni tête, parce que ça peut être potentiellement des emplacements premium, ça plombe la rentabilité, et ça met aussi la situation que tu crées un immeuble de standing. Mais en fait, comment tu veux créer un immeuble de standing si tu as déjà 3 locataires qui ont un profil social dans cet immeuble? En fait, ça va dénoter avec la population de tes locataires en général. Parce que, moi, je ne suis pas trop langue de bois, hein. En général, quand on vise des locataires qui ont des bons revenus, avec des enfants peut-être en bas âge, des gens qui ont un travail de cadre, et ça peut être des locataires, il y a plein de locataires qui sont dans cette situation-là, parfois n'ont pas envie de se retrouver avec des personnes qui sont dans des logements sociaux en voisinage. Donc ça met en complication la chose. Je ne dis pas évidemment que toutes les personnes qui sont dans des logements sociaux peuvent créer des problèmes de voisinage, c'est pas ce que je le propos, c'est juste que tu crées un risque dans ton projet. Je ne dis pas qu'il va se réaliser, ça peut très bien se passer, mais tu crées un risque dans ton projet, et en plus de ça, tu baisses ta rentabilité. Donc tu dois acheter moins cher, donc forcément, ça tire les prix vers le bas, et ça dissuade, juste pour des raisons administratives, de dire « va falloir en plus que je gère ça. Je ne sais même pas comment ça marche les logements sociaux, et je vais devoir avoir des loyers plafonnés avec des revenus. Il faut que je contacte les organismes des logements sociaux pour comprendre le truc. » C'est pas notre métier. En tout cas, c'est pas le métier en tout cas, c'est une façon d'investir en immobilier, de créer des logements sociaux, c'est possible, hein, il y a des aides pour ça. Mais si tu es dans une optique de je veux faire du locatif standard sans passer par logement social, etc., du coup, tu es archi freiné, quoi. Tu es archi freiné. Voilà, donc moi, ça m'intéresserait. Tu vois, typiquement, ce genre de statistiques, moi, je ne les ai pas. Hein, de combien d'investisseurs privés qui n'y connaissent rien en logement social va se dire, tiens, je vais me lancer là-dedans.
parce que ma découpe d'immeubles, au final, je vais faire 3 logements sociaux et tiens, j'ai vraiment envie de le lancer. Combien les mairies réussissent à faire créer de logements sociaux dans ce cadre-là et combien d'immeubles restent vides dans ces endroits? Moi, honnêtement, ce que j'aimerais, c'est avoir des statistiques de logements vides dans les villes. Et est-ce que cette statistique a tendance à baisser ou à augmenter par rapport à la demande locative? Moi, tu vois, typiquement, c'est ça que j'aimerais que les maires et les mairies s'intéressent. Parce que moi, je suis une amoureuse de l'ancien. Moi, je suis une amoureuse des bâtiments anciens. Et ce que je veux, c'est que les beaux bâtiments anciens soient rénovés, soient utiles dans des endroits où il y a une demande locative. Donc, voilà, j'aimerais bien, moi, que les politiques mettent moins de bâtons dans les roues. Mais en l'occurrence, le fait qu'il y ait tous ces bâtons dans les roues, ça tire aussi forcément les prix vers le bas parce que ça décourage. Et je veux aussi rapidement parler de tout ce qui concerne la fiscalité immobilière. Évidemment que tout le pataquès qui explique à quel point on va taxer les riches, à quel point les personnes qui ont de l'immobilier vont devoir payer plus d'impôts parce que, etc., le locatif, c'est pas bien et on va augmenter les impôts, etc. Finalement, ça fait un énorme bruit médiatique. Dans les faits, il n'y a rien de tout ça qui est passé. D'accord? Le LMNP, le LMP, il n'y a rien qui est passé pour cette année. Alors, au moment où j'enregistre l'épisode, il va peut-être encore avoir des rebondissements, parce que vous savez qu'il peut y avoir des amendements, des rebondissements, etc. Donc, prenez ça avec des pincettes, ce que je vous dis, parce que la fiscalité peut changer. Mais, en l'occurrence, c'est ça, moi, que j'observe, c'est que la fiscalité, il y a eu beaucoup de bruit qui a fait peur aux investisseurs. Concrètement, la fiscalité des SCI/LIS, oui, il y a probablement la flat tax du coup qui est un petit peu augmentée, mais pas de grand-chose. Voilà. Je ne vais pas trop en parler parce que je ne sais pas s'il va y avoir des changements encore et je ferai probablement un épisode sur le sujet dédié quand tout sera vraiment ficelé et sûr et certain et étudié et réinterprété aussi parce que parfois ils posent des lois, mais en fonction de comment tu l'interprètes, ça n'a pas les mêmes conséquences. Bon, bref, je ferai un épisode à part par rapport à la fiscalité. Mais juste pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de bruit sur la fiscalité immobilière, pas grand-chose qui a changé pour nous investisseurs. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a fait fuir des investisseurs locatifs qui ont pris peur. Et nous, ça laisse la place à ceux qui sont encore là. Ensuite, concernant le coût des travaux, je considère qu'il y avait eu une forte hausse des coûts des matériaux après le début de la guerre en Ukraine. Et j'ai vraiment cette impression, en tout cas, que les prix des travaux se sont stabilisés. Il n'y a plus cette flambée comme on avait des prix de travaux. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas revenu au prix des travaux d'avant 2020, mais je considère qu'il n'y a pas non plus une flambée des coûts parce que moi, mon analyse aussi, elle est du fait que comme la conjoncture est moins bonne, les personnes qui sont dans le bâtiment, ils vont avoir tendance à faire plus d'efforts sur les devis parce qu'il y a moins de chantiers. Je pense que le marché est plus difficile au niveau des chantiers et donc ça régule un petit peu entre les coûts des matériaux et finalement, comme il y a moins de projets immobiliers qui sont réalisés, ça reste quand même encore bas. On n'est pas enfin bas. Les coûts de travaux ne sont pas bas, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que, en tout cas, il n'y a pas une tendance à la hausse des travaux comme on a pu la connaître après la crise en Ukraine. Ensuite, concernant les locations courte durée, moi j'ai envie d'en donner un petit mot aussi. C'est que moi, ce que j'observe en tout cas, alors nous ne faisons pas de la location courte durée. Je ne sais pas si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez aller écouter les autres épisodes, vous explique ce qu'on fait en investissement immobilier. Nous, on est sur des immeubles de rapport majoritairement entièrement en location longue durée. On a du local commercial, on a des colocations, on a des studios et des T2. On a plusieurs types de biens en location longue durée, mais dans notre club, on accompagne aussi des personnes qui font de la location courte durée. On a un coach spécialisé en location courte durée, on a certains de nos membres qui font de la location courte durée, et donc j'ai aussi ma petite vision de comment se porte la location courte durée. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en location courte durée, et de faire de la location courte durée, si on n'est pas vraiment passionné, qu'on n'aime pas ça, je pense que ça se porte beaucoup moins bien. On se fait moins de marge, on se fait moins, entre guillemets, de cash flow avec la location courte durée, surtout si on a acheté un bien trop cher. Donc moi, je considère que la location courte durée, si on la fait, on peut encore avoir des super cash flow, mais il faut qu'elle soit très bien faite et il faut prendre plaisir à la faire.
aller dans le détail, faire des travaux de haute qualité et soigner tout ce qui est expérience client. Et par rapport à ça, j'ai envie de parler rapidement aussi de l'atypique, parce qu'il y a eu une grosse mode sur l'atypique, là, honnêtement, j'ai l'impression que 2025, début 2024-2025, grosse mode de l'atypique. Love Room, Cinéma Room, je sais plus quoi Room, bref, Jungle Room, bon, bref, tout un tas d'atypiques. Et moi, je me méfie un peu parce que des investisseurs IMO qui font de l'atypique, j'en ai dans le club. Et en l'occurrence, les atypiques qui sont sur des thèmes pas dingues, et ben en fait, ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'atypique doit être utilisé à bon escient. Et il ne faut pas se faire un kiff du genre « j'adore Harry Potter, je vais faire un atypique Harry Potter ». Ouais, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je pense, vraiment l'atypique. L'atypique, il faut être sur un vrai marché, il faut connaître son client idéal type. Est-ce que c'est un couple qui veut faire un week-end en amoureux? Est-ce que c'est une famille qui a envie de passer un super moment en famille dans un univers le week-end? Et il faut bien faire son étude de marché. Bah oui, si vous faites un truc Harry Potter pour les enfants, bah, ce sera vacances scolaires et quelques week-ends, sachant que je considère en plus de ça que c'est pas juste une petite déco Harry Potter qui va suffire. Il faut vraiment quelque chose d'immersif, qui fasse un effet waouh. Donc mettre du papier peint Harry Potter, une baguette ou je sais pas quoi, un choix-peau et 2-3 décos, ça ne suffira pas en fait. Les gens ne sont pas dupes. Donc si vous voulez vraiment cartonner, il faut faire la chose à fond. Voilà, ça, c'est vraiment mon observation. C'est pas ma zone d'expertise parce que c'est pas ce qu'on accompagne le plus, mais j'ai quand même envie de vous faire ce petit warning de attention à la location courte durée. Ne vous laissez pas happer par un délire personnel parce que vous kiffez. Faites vraiment quelque chose qui marche par rapport au marché. Voilà. Et pour terminer, par rapport au prêt immobilier, bah, c'est vrai qu'on était on était passé sur des taux à plus de 4% sur 2023, début 2024. 2025, ça a été le début de la baisse. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc fin décembre, janvier 2025-2026, là, vraiment sur cette fin d'année et début d'année, on est sur des taux grosso modo aux alentours de 3,2 peut-être en moyenne. Ça varie. Alors, les meilleurs taux obtenus sont en dessous de 3% dans notre club. Donc, on a des taux à moins de 3, donc 2 et quelques, 2,90, 2,95, des choses comme ça. Plutôt fourchette haute, c'est 3,45, 3,50. Voilà. Nous, par exemple, notre quatrième immeuble, je crois qu'on est à 3,35. Voilà. Concernant l'obtention des prêts bancaires, je trouve que rien de neuf sous le soleil. L'épargne résiduelle est primordiale. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'argent de côté, c'est trop compliqué. C'est compliqué, hein. Il faut de l'argent de côté. C'est pour ça que nous, par exemple, pour intégrer le club des investisseurs sereins, nous, on n'intègre personne qui a moins de 30 000 € de côté. C'est un prérequis de base, entre guillemets, c'est trop risqué de se lancer un investissement immobilier, même dans un programme d'accompagnement si vous avez moins de 30 000 € de côté. Moi, honnêtement, c'est niette, on ne prend pas, c'est trop risqué. Parce que nous, on veut limiter au maximum les risques où vous n'obtenez pas votre financement bancaire. Et en réalité, les gens se focalisent toujours sur le taux d'endettement. En réalité, ce n'est pas le taux d'endettement. Le pire du pire, c'est de ne plus avoir d'économie de côté. Voilà. Parce que ça, la banque, elle n'aime pas du tout. Du coup, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Donc, grosso modo, on va conclure. Alors, ce que j'ai vu, donc, ce qu'il faut retenir là, de mes observations terrain, c'est les négociations qui sont monstrueuses, les politiques qui sont, on va dire, qui pèsent, qui pèsent lourd et qui sont un vrai frein aujourd'hui pour les investisseurs, que ce soit au niveau du tapage médiatique sur la fiscalité ou sur les politiques de la ville, qui sont vraiment, qui complexifient. Voilà. Il y a quand même des villes qui se portent mieux, mais il y a quand même beaucoup de villes qui complexifient les choses et qui font fuir les investisseurs. Attention à la location courte durée. Moi, j'ai vraiment envie de dire ça. Je ne suis pas contre. Moi, je trouve que c'est bien d'en faire, mais il faut que ce soit vraiment bien fait
et il faut avoir un minimum d'appétence pour ça, parce que je sais que si c'est juste pour le cash flow, vous n'allez pas forcément prendre soin de vos voyageurs, et ça c'est super important. Les prêts IMO, c'est entre 3 et 3,5 actuellement. Sur 20 ans, sur 25 ans, voilà, 3,5%. Et les coûts des travaux, je considère qu'ils sont stabilisés. Voilà, stabilisés. Vous pouvez partir sur ce principe-là. Donc ça, maintenant que j'ai fait le point sur mes observations terrain, je vais vous parler maintenant, pour finir, des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour vous en tant qu'investisseur immobilier qui se lance en 2026, ou peut-être qui s'est déjà lancé avant et qui se relance en 2026. La première chose que je veux que vous reteniez, c'est que, surtout, si jamais une offre est acceptée tout de suite, ça veut dire que vous avez fait une offre trop élevée. C'est tout. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous faites une offre à X et que les vendeurs vous disent tout de suite « go », c'est qu'il y a un problème, les amis. Donc, par précaution, et nous, c'est notre méthode aujourd'hui qu'on fonctionne sur le Club des investisseurs sereins, on fait toujours des offres agressives. Quasiment toujours. Quasiment toujours. Il y a peut-être quelques marchés exceptionnels où la personne connaît super bien son marché, ça part très vite, etc., parce que c'est une zone très spécifique. Là, pourquoi pas faire une offre un peu moins agressive, mais 80% du temps, on part sur des offres agressives. Comme ça, on a déjà une première baisse de prix qui est effectuée. Alors, les offres, elles doivent être bien rédigées. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment les offres sont mal rédigées en général, donc il faut avoir une très belle offre, bien argumentée, etc. Basse, très basse, et c'est comme ça qu'on va avoir déjà une première contre-offre. Mais il faut que cette première offre soit bien argumentée, sinon, évidemment, elle va faire flop. Les vendeurs vont se vexer, l'agent immo va se dire « non mais c'est qui ce clown, il me fait une offre comme ça sortie du chapeau super basse », ça ne marche pas. Il faut que ce soit bien argumenté, que vous mettiez à la fois les bons arguments de pourquoi il faut travailler avec vous et pourquoi ce bien immobilier mérite une telle baisse de prix, parce qu'il y a ci, ça, et avec une jolie liste de choses qui argumentent cette baisse de prix. Donc ça, c'est super important. Ensuite, la deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est que la location courte durée, faites-le vraiment si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous botte, qui vous fait envie, parce que vous êtes, entre guillemets, du genre à jouer sur des petits jeux. Je ne sais pas, c'est pas les Sims, mais en gros, c'est des jeux. Si vous kiffez les petits jeux où vous devez vous occuper, vous savez, faire le service, gérer un hôtel, nanana, parce que ça vous fait kiffer, en fait. Vous rêvez d'avoir un jour des chambres d'hôtes quand vous serez retraité, parce que c'est un truc qui vous fait kiffer. Bah là, pourquoi pas vous lancer dans la location courte durée. Attention à l'atypique. Pour moi, il ne faut vraiment pas le faire n'importe comment. Il faut le faire de façon très réfléchie sur des valeurs sûres. Moi, honnêtement, je vous dis perso, si je faisais de l'atypique, moi, je ferais une love room. Voilà. Moi, je ferais une love room, mais genre ouf, parce que pour moi, il y a un vrai marché là-dessus. Les atypiques chelous, trop tralala, trop originaux, genre années 70, je sais pas quoi. Moi, j'ai peur que en fait, ça fasse comme les escape games. Je sais pas si vous rappelez de l'époque où tout le monde faisait des escape games. Bah, c'est tendance et après flop. Et puis typiquement, moi, j'ai une membre dans le club qui est en train de se dire bah, je vais revendre mes atypiques parce que finalement, ils ne sont pas si rentables que ça. Et ben en fait, va revendre un atypique, quoi. Va revendre un atypique. Tu ne peux même pas le revendre à un appartement en location longue durée. Tu es obligé de réadapter ton logement pour qu'il soit vendable en location longue durée. Donc ça crée une problématique, c'est un coût qui est quand même élevé et qui doit être amorti, donc pour ça, il faut vraiment le faire bien. Et pour terminer, moi, je continuerai à faire des travaux. Moi, j'adore faire des travaux, je trouve ça super parce que fiscalement, c'est ce qu'il y a de plus avantageux. Et évidemment, l'autre point aussi à retenir, c'est soyez bien informés sur les politiques de la ville. Prenez le temps d'appeler la mairie. Honnêtement, moi, j'ai appelé pour un renseignement la mairie de la ville où on vient d'acheter notre 4e immeuble et je suis toujours surprise par la facilité d'avoir des informations. Alors, parfois, ils disent on vous rappelle, machin, il n'y a personne qui rappelle, mais au pire, vous vous déplacez, mais prenez le temps en fait, de comprendre la politique de la ville et après, vous pourrez prendre les décisions en conséquence. Je sais qu'il y a des investisseurs qui prennent des décisions en mode ok, on ne va pas faire une découpe officielle. On va faire une découpe officieuse. Il y a des décisions comme ça, des arbitrages qui sont pris. Alors, c'est évidemment à vos risques et périls. Mais au moins, vous êtes en connaissance de cause de la politique de la ville. Vous savez où vous devez respecter les règles,
ou est-ce que vous êtes borderline, ou est-ce que vous êtes complètement out, outline, c'est-à-dire pas du tout légal, et au moins vous savez où vous mettez les pieds dans telle ville quand vous voulez investir. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je recommande encore plus qu'avant, de bien se renseigner sur les politiques de la ville en question, là où vous voulez investir. Voilà, j'ai fait le tour dans cet épisode. Donc, vous savez donc que trouver de l'information sur l'investissement immobilier locatif, c'est quelque chose de difficile. Il faut faire attention aux articles que vous pouvez voir sur Internet. Deuxièmement, mes observations terrain. Et troisièmement, les bonnes pratiques pour 2026. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.